Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Excusez ma petite voix un petit peu cassée, peut-être que ça s'entendra, peut-être pas trop, je suis vers la fin de mon rhume. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur quelques dernières lectures que j'ai effectuées qui ont toutes pour thème, on va dire, la famille. En général, quand je termine mes lectures, je les empile là sur le haut de mes bibliothèques et au bout d'un moment, je fais un peu le tri. Qu'est-ce que je vais présenter en vidéo, qu'est-ce que je vais peut-être pas forcément présenter. Et là, en fait, j'empilais ça et je me suis dit, ben tiens, ces trois-là, en fait, elles parlent un petit peu toutes du même sujet. Soit des secrets de famille, la famille, enfin voilà, tout est un petit peu lié autour de ça. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de présenter trois grands formats. Voilà, je suis tellement une lectrice poche habituellement, mais là il y a deux nouveautés notamment et un qui est maintenant en poche mais que j'avais reçu en grand format au moment de sa sortie, donc forcément que voilà. Bref, je vais aller dans l'ordre, je vais commencer par vous présenter le Virginie Grimaldi, c'est le dernier qui est sorti, Il est grand temps de rallumer les étoiles aux éditions Fayard. J'ai reçu ce livre de la part des éditions Fayard que je n'avais pas demandé. En général quand je reçois des livres comme ça que j'ai pas demandé et qu'on m'envoie un peu sauvagement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément des livres sur lesquels je m'attarde, parce qu'en général, quand une maison d'édition me propose un programme ou autre et que je peux éventuellement avoir la chance de sélectionner un titre qui me plaît, c'est que j'ai fait le choix de recevoir ce livre. Donc c'est pas la même chose que de recevoir un livre qu'on n'a pas demandé et qui est arrivé un petit peu par hasard dans notre boîte aux lettres. Donc à la base, je voulais pas forcément le lire, je me suis dit en plus Virginie Grimaldi, je vous rappelle que dans cette vidéo je parle de la surmédiatisation des livres et qu'en général c'est ce qui me freine un petit peu des fois à lire un bouquin. Virginie Grimaldi, c'est une autrice dont on entend pas mal parler ces derniers temps, elle est assez connue sur les tables des librairies, ses livres se vendent bien, elle fait maintenant un peu partie de cette veine d'autrice à livres un peu feel good qu'on lit pour se faire du bien, et du coup forcément, voilà, j'avais un peu des petites réticences comme j'ai un petit peu habituellement, mais j'en parle de bien mieux ici. Et puis il y avait cette petite carte avec, sur la petite carte c'était noté « Chère Margot, c'est un grand plaisir de vous présenter mon nouveau roman, j'espère que ce road trip en Scandinavie en compagnie d'une famille pas comme les autres vous embarquera amitié Virginie ». Et alors tout de suite, ce qui a fait ding dans ma tête, ça a été road trip Scandinavie. J'étais là, ok, là c'est un petit peu trop d'éléments qui me font envie, allez, je tente le coup, en plus c'est une nouveauté, j'avoue que pour une libraire, lire de la nouveauté de temps en temps, surtout quand elle s'occupe du rayon litté, ça peut éventuellement aider à vendre des livres quand même, hein, voilà. Donc je me suis lancée dans celui-ci, j'attendais rien de particulier et j'ai été charmée du début à la fin. Alors comment vous résumer l'histoire et mon avis sans trop m'étaler? C'est l'histoire de Anna, 37 ans, qui va être licenciée, elle a été serveuse plus ou moins toute sa vie, et là du jour au lendemain son patron la vire. Elle sait pas trop comment réagir, elle veut surtout pas que ses filles soient au courant parce qu'elle est mère célibataire de deux filles, Chloé 17 ans et Lily 12 ans. On va pas dire que la famille est au top niveau en ce moment. Chloé, c'est une ado qui renferme beaucoup de colère sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément et qui aimerait énormément plaire et qui ne sait pas comment faire, qui a toujours besoin de la validation en fait de chacune de ses actions, et on va l'apprendre au fur et à mesure de la lecture, qui est en plus hypersensible. Et de l'autre côté on a Lily 12 ans qui est une préadolescente très comment dire, j'ai beaucoup aimé Lily, en fait j'ai aimé tous les personnages, mais Lily a ce côté très expressif avec zéro filtre. En fait tout ce qu'elle a envie de dire, tout ce qu'elle pense, elle va le dire. Donc le trio est en train de pétarader un petit peu dans tous les sens et Anna décide un peu sur un coup de tête d'emprunter le camping-car de ses parents pour prendre ses filles et partir en road trip en Scandinavie. Pourquoi? Parce que Lily a fait un exposé sur les aurores boréales. Voilà, enfin il y a encore autre chose, mais enfin bref, on va s'arrêter à cette idée-là. Et c'était génial, enfin voilà, moi j'ai trouvé ce trio tellement attachant. Chacun des personnages va avoir son système de narration, j'ai trouvé que Grimaldi faisait ça très bien. Le personnage d'Anna a la narration la plus basique qu'on connaît dans pratiquement tous les romans. Ensuite, le personnage de Chloé s'adresse au lecteur comme elle s'adresse au lecteur de son blog, les mésaventures de Chloé, les chroniques de Chloé, voilà. Et ensuite, on a Lily qui, elle, s'adresse à son journal intime, Marcel. Donc le journal intime en mode carnet et tout. Hein. Et j'ai trouvé qu'elle s'en mêlait jamais, que c'était toujours très distinctement représentés, que les trois avaient leur temps de parole, et du coup ça donne en fait trois visions d'un même sujet, d'un même voyage, trois visions différentes. Et c'était génial. Voilà, je me suis attachée en fait aux trois personnages de façon complètement différente, mais au même niveau, c'est-à-dire que je les ai toutes aimées, toutes les trois, mais pour plein de raisons différentes. Lily, elle m'a fait rire parce qu'elle mélange des proverbes et des expressions qui n'ont rien à voir ensemble, mais elle va faire des mélanges, c'est à hurler de rire en fait. Des fois je riais toute seule, et Vincent me regardait en mode genre
mais qu'est-ce que tu as quoi? Je me suis attachée à Chloé parce que c'est le personnage qui a le plus résonné en moi. Vraiment, dans sa manière d'être, dans sa manière de ressentir les choses. Et Anna, forcément, la mère de famille, parce que je me dis, tout ce qu'elle est capable de faire pour ses filles, je me dis, je serais capable de le faire pour la mienne, en fait. C'est vrai que maintenant que je suis maman, les personnages de maman dans des romans, je les vois de façon complètement différente. Et le tout de ce road trip en Scandinavie m'a fait rêver. Je pensais pas m'attacher autant à ce roman, à ces personnages. Et ouais, j'ai voyagé. Je sais pas si je lirai les autres romans de Grimaldi, parce que c'est pas forcément des thématiques qui m'intéressent tout le temps, mais là, celui-ci, il avait vraiment tout qui était réuni pour me plaire. Il y avait ce livre-là sur l'étagère des services de presse de la librairie. Les services de presse, en fait, arrivent à la librairie et ensuite... on n'est que deux à s'occuper du rayon littérature, donc forcément on ne peut pas lire tous les services de presse et toutes les sorties littéraires à deux, hein, c'est pas possible. Donc on fait chacune un petit peu nos choix, un peu notre shopping nouveauté on va dire. Et alors celui-ci, j'avais même pas vu qu'il était sur la fameuse étagère des services de presse, on le reçoit à l'office, donc en nouveauté littéraire, et je le vois, je me dis waouh, cette couverture elle m'intrigue, enfin moi je la trouve vraiment canon, et je lis le résumé. Et bien sûr sur le bandeau, parce que là c'est noté sur le résumé, hein, mais sur le livre, il y a un gros bandeau en fait dessus, où c'est noté « Une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et Daphné du Maurier ». Je vous en parlais sur Instagram. Alors là forcément, je dis « Waouh, ça doit être trop bien et tout et tout ». Je commence à le feuilleter un petit peu, je dis « Wow, ça a l'air pas mal ». Et je vais en salle de pause, et je le vois, mais genre posé en évidence sur la table de pause, ou alors dans l'étagère, je sais plus. Je suis genre... Timing parfait, super, je le ramène à la maison et le soir même je le commençais en fait parce que ça m'avait un petit peu titillé. Donc en effet ça se construit un petit peu comme un roman à la Kate Morton, c'est-à-dire qu'on va avoir une histoire en deux temps, une première intrigue qui se passe en 68-69 et une intrigue qui se passe plutôt dans les années 2000. Donc moi j'ai toujours un petit problème avec ces histoires-là, c'est que j'adore ça, hein, c'est pas le souci, mais je m'attache toujours plus aux personnages du passé que les personnages contemporains. Là le personnage contemporain c'est Lorna qui veut absolument organiser son mariage dans un manoir, le manoir des lapins noirs, c'est le manoir qu'on va suivre dans cette histoire. Alors pourquoi elle veut célébrer son mariage là-bas? Parce qu'elle a trouvé récemment une photo d'elle petite devant le portail du manoir, et puis dans les années 68-69 on va rencontrer la famille Alton, dont surtout les deux jumeaux Toby et Amber. Et il va y avoir un drame dans cette famille, dans ces années-là, qui va malheureusement bousculer toute la suite de l'histoire. Pour moi, le personnage principal, c'est bien sûr Amber. C'est vraiment le personnage qu'on va suivre le plus, qui en fait va avoir un peu du jour au lendemain une nouvelle fonction, et quand elle commence gentiment à s'habituer à ce nouveau rôle, paf, on le lui enlève de nouveau. À côté de ça, elle a toujours été très liée à son jumeau Toby, et après ce drame, leurs relations ne seront plus du tout les mêmes. Chacun va un peu partir d'un extrême à l'autre. Toby limite partant un peu à l'état sauvage, il construit une cabane dans la forêt pour ne plus jamais mettre les pieds au manoir. Enfin voilà, il commence vraiment un petit peu à perdre pied. Et à côté de ça, il y a de nouveaux personnages qui viennent se rajouter à l'histoire et qui forcément ajoutent un peu du sel sur une plaie. Hein. Voilà, c'est un peu la meilleure image que je peux avoir. Voilà. Donc moi j'ai aimé plusieurs choses dans ce roman, notamment tout ce qui se passe dans les années 68-69. Un petit peu moins le personnage de Lorna en 2000 parce que pour moi c'est un personnage très naïf. Alors j'ai rien contre les personnages naïfs, mais là c'est un personnage qui a une trentaine d'années et j'ai l'impression qu'elle se pose pas plus de questions que ça sur le pourquoi du comment, elle, ce manoir. Elle fait très vite confiance, elle se met un peu dans des situations que évidemment tu te dis que ça va mal tourner, mais elle est aveuglée par quelque chose, elle se rend pas compte. Donc j'avais un peu moins d'affinité on va dire avec elle, j'ai beaucoup aimé Amber par contre. Toute son évolution, tout ce par quoi elle va passer, en fait elle est vraiment tiraillée dans plein de directions différentes et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien décrit de la part de l'autrice. Il y a un truc qui m'a un peu perdue avec le style de l'autrice, c'est que des fois j'avais pas l'impression que l'autrice nous décrivait vraiment ce qu'elle imaginait. C'est-à-dire j'ai souvenir d'une scène où en fait Amber rentre dans une pièce, se met à hurler et le chapitre s'arrête. Et en fait la façon dont était écrite la fin de chapitre, j'avais la sensation que le lecteur devait savoir pourquoi Amber criait. Sauf que c'était pas expliqué, et donc du coup j'ai relu la scène 3 fois, je comprenais toujours pas pourquoi ce personnage criait, et en fait c'était expliqué un chapitre plus loin. Seulement la manière dont c'était écrit laissait supposer qu'on devait savoir à l'avance ce qui se passait. Du coup des fois, l'autrice me perdait un petit peu dans ses explications, mais à part ça, franchement c'était bien construit. Le secret de famille, je trouve, est bien gardé, même si on se doute très rapidement de ce que c'est.
j'ai trouvé que l'autrice arrivait à jongler entre deux possibilités très très souvent, ce qui fait qu'on n'est jamais très sûr du fin mot du secret en fait, parce qu'on se dit, au moment où on est persuadé que c'est ça, elle change et elle nous fait croire que c'est l'autre. Et au moment où on est sûr, on se dit ok c'est l'autre, pouf, non, elle revient en fait sur l'autre supposition. Donc finalement c'était bien trouvé. Moi j'ai aimé, c'est peut-être pas à la hauteur d'un Kate Morton, mais je pense que si elle en écrit, enfin si d'autres sont traduits, parce qu'il me semble que c'est le seul qui a été traduit d'elle pour l'instant, si d'autres sont traduits, je vais retenir son nom en tout cas. Et pour terminer, je reste en Cornouailles avec La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan aux éditions Prélude. C'est un livre qui m'avait été offert parce que je le voyais partout. Il est sorti il y a une année et demie, une année. J'avais l'impression que tous les réseaux sociaux livres en parlaient à ce moment-là, il me faisait très envie, et puis bah, comme d'habitude, j'ai attendu, voilà, et il est déjà sorti en poche, hein, voilà, donc s'il vous intéresse, celui-ci est sorti en poche, ce qui n'est pas le cas de ces deux-là, hein, vu que c'est des nouveautés du mois d'avril, mai, juin, voilà, ils sont pas sortis. Bref, pour La ferme du bout du monde, je savais plus du tout de quoi ça parlait, donc j'ai pas relu le résumé et je me suis lancée dedans. On va rencontrer encore une fois en deux temps, durant la Seconde Guerre mondiale, Will, Alice et Maggie. Donc Will et Alice sont frères et sœurs, ils sont envoyés dans la ferme du père de Maggie pour être protégés, hein, comme on envoyait énormément d'enfants des villes en campagne pour qu'ils soient protégés. Donc dans cette ferme du bout du monde, en Cornouailles, encore une fois, les Cornouailles ont beaucoup de... Hein, voilà, très présentes dans cette vidéo. Et puis il va se passer quelque chose durant l'été 43. Et voilà, ça va avoir beaucoup de conséquences sur la suite, forcément, hein, sinon c'est pas un secret de famille. En parallèle, on revient en 2014, on va rencontrer Lucy qui vient de se faire tromper par son mari. Ça l'a fait vraiment péter un câble, ça a des conséquences assez dramatiques sur son travail. Donc elle décide de prendre un peu de temps pour elle, de congé, et elle va se réfugier à la ferme de sa grand-mère qui s'appelle Maggie, qui a une ferme en Cornouailles, et cette ferme est en train de prendre l'eau, hein. La famille croule sous les dettes, ils n'arrivent plus à maintenir la ferme en l'état, sauf que Maggie ne veut absolument pas vendre, et on veut bien sûr savoir pourquoi elle ne veut pas partir. Alors moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, ce qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale avec Will, Alice et Maggie, et beaucoup moins l'histoire de Lucy. En fait, vraiment, le personnage de Lucy ne m'a pas autrement charmée, je me suis pas du tout sentie proche d'elle, son histoire, je la trouvais vue et revue, donc j'avoue que souvent, les passages sur elle, je les lisais très très rapidement, voire même je les lisais en diagonale, parce qu'elle m'intéressait pas spécialement. J'avais par contre beaucoup plus d'affinité avec Maggie, surtout Maggie jeune. Et là par contre je lisais les passages en entier parce que je les trouvais vraiment palpitants. C'est un personnage qui m'a énormément touchée, Maggie, que ce soit par son courage, par ses idées, son envie en fait d'être indépendante et de ne pas suivre les directives de sa mère, parce que c'est sa mère qui tient la ferme d'une main de fer, et en fait elle se rend bien compte qu'elle a aucun poids face à cette mère très autoritaire, et jusqu'au bout en fait on se pose vraiment la question, et moi alors j'ai été bluffée à ce niveau là parce que j'ai pas vu venir le truc. Pourtant on pourrait se dire, oui, on avait la carte en main en fait finalement. On l'avait en main, sauf qu'on l'a laissée tout au fond du paquet, et on n'a pas du tout pensé à la sortir au moment voulu. Et moi du coup j'ai été bluffée et je me suis retrouvée, ok d'accord, c'est ça, c'est génial, voilà, c'est trop cool. Alors que j'avançais un peu mitigée finalement, parce que un chapitre sur deux j'étais avec Lucy, qui me charmait pas plus que ça. Donc c'est une lecture mitigée pour le personnage de Lucy, mais par contre très belle surprise pour le personnage de Maggie, et de son secret et de tout ce qu'elle a vécu en fait, voilà. J'espère que la présentation de ces trois romans un petit peu similaires vous aura plu. Vous êtes très nombreux souvent à me demander quels sont mes auteurs favoris ou mes romans favoris sur les secrets de famille. Bon là je crois qu'on avait une jolie brochette. Je dis pas que le Grimaldi c'était du secret de famille, mais il y a quand même un ou deux secrets, donc ça fait plus ou moins, ça entre quand même un petit peu dans la catégorie secret de famille. Je trouvais ça chouette en fait d'avoir lu trois romans presque les uns après les autres sur cette thématique. C'était pas voulu du tout, enfin à la base c'était pas prévu, et du coup voilà, ça me semblait idéal pour cette présentation de vidéo. Surtout que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, vous êtes très nombreux à le savoir parce que voilà, j'en parle vraiment très très souvent. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, prenez grand soin de vous et à une toute prochaine.